Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes, c'est parti pour le podcast spécial Giro, le débrief du Tour d'Italie qui s'est terminé il y a quelques jours avec la victoire, le triomphe de Tadej Pogačar. Tout le monde s'y attendait, il a répondu aux attentes et il a forcément, je pense, répondu aux attentes d'un certain Étienne Gourceau de Dico du Sport. Salut Étienne. Salut Guillaume. Oui, il a répondu à mes attentes, je pense qu'il a surtout répondu aux siennes et je crois que c'est le plus important aujourd'hui. Tu le places où cette victoire, tu places où ce succès de Tadej Pogačar dans ce Tour d'Italie, je vais dire dans l'histoire récente des Giro? Déjà, j'ai vu passer une stat qui disait que c'était le premier coureur à remporter le classement général en remportant 6 étapes de l'après-guerre, donc chose qui n'ont pas été fait par des Eddy Merckx qui pourtant l'a gagné 5 fois. Après, difficile à contextualiser, on sait qu'on en reviendra tous les deux ensemble, la concurrence n'était pas non plus des plus farouches, sans dénigrer Daniel Felipe Martinez ou encore Geraint Thomas, mais voilà, on sait que c'était pas forcément la startpiste du siècle en face, mais ça reste un exploit majeur dans le sens où il a vraiment tout écrasé, il a fait ce qu'il voulait quand il voulait, chose que n'a pas fait le plus grand des Alberto Contador, je pense à 2011. Mais peut-être aussi avec une concurrence face à Contador à l'époque, qui était plus féroce. Pas tant que ça, c'était Scarponi et c'était un jeune Nibali, c'était pas non plus si exceptionnel que ça cette année-là. Ouais, en effet. Mais on va en parler de tout ça. Donc dans ce podcast de débrief du Giro, 3 semaines après la suite de la présentation, de manière générale, tu en as pensé quoi toi de ce Tour d'Italie 2024 ? J'ai eu beaucoup de voix pour dire que c'était le pire Tour d'Italie du 21e siècle, voire plus, soyons fous. Je pense que les gens ont oublié le Giro 2023. Alors c'est bien, c'était mignon, il y avait du suspense, c'était magnifique. 3 coureurs qui pouvaient encore gagner le Giro au Montelussari. Il y avait Thibaut Pinot. Il y avait Thibaut Pinot, et puis heureusement qu'il était là parce que c'est un peu le seul qui a attaqué du top 5. Mais sinon, on s'est fait chier. Enfin, je suis désolé, je suis un peu vulgaire, mais il était chiant ce Giro 2023. On n'a pas eu une attaque de favori à moins de 800 mètres du but. Ok, là, c'est vrai que le seul à avoir vraiment attaqué, c'est Pogačar, mais au moins il a offert le spectacle. Alors, on pourra toujours dire qu'il est 3 à 4 jambes au-dessus des adversaires, ce qui était vrai, mais on en a connu dans le passé des coureurs qui étaient 2 ou 3 jambes au-dessus des adversaires et qui n'étaient pas capables de faire ce que faisait Pogačar et de prendre prendre ses responsabilités durant la course. Bon, de toute façon, on va bien dire que les gens sont jamais contents. Il aurait gagné avec peu d'avance. On aurait dit Pogačar n'est pas au niveau. Pogačar il ne fait pas la course, ne respecte pas le Giro, tout ce que tu veux. Il respecte pas le Giro, exactement. Il aurait gagné, je sais pas. Il aurait pas gagné, ça aurait été un drame. Voilà. Bon, il y aura toujours des personnes pour critiquer, tout comme des personnes pour critiquer le fait, bien qu'on va parler de Pogačar sans parler de dopage non plus, parce que nous on n'est pas là pour ça, et que quand il n'y a pas de preuve, en tout cas, quand il n'y a pas de preuve avérée, tout ce qui est autre, c'est de la diffamation. Donc au-delà de ça, voilà, faut quand même replacer un petit peu. C'est vrai que Pogačar, il gagne. Alors attention, c'est la crise. Il gagne pas avec 10 minutes. Il gagne avec 9 minutes 56 d'avance ce Giro devant Daniel Felipe Martinez. Est-ce que c'est le début de la fin ? Est-ce que Pogačar est sur la pente ascendante ? Débat dans l'équipe du soir ce soir. Je pense que s'il avait voulu aller jusqu'au bout de la dernière étape, il aurait pu avoir ces 10 minutes. Mais ouais, c'est vrai qu'il a vraiment été largement au-dessus, quoi. C'est un Giro que tu as apprécié quand même de manière générale ? Écoute, globalement, oui, parce que Pogačar, ok, il a écrasé la course, mais à côté de ça, on a quand même eu des échappés qui ont eu leur chance. Il y a eu quand même quelques belles victoires d'échappés, on a eu quelques belles révélations. On en reviendra, je sais que c'est au programme de ce podcast tous les deux, mais il y a eu des Français qui ont brillé, donc il y avait quand même matière à se faire plaisir, même si la lutte pour la victoire finale, on sait qu'elle a été pliée limite des repas. Oui, bon, on va dire qu'en un week-end, on avait quand même déjà le vainqueur final qui était connu, puisque Tadej Pogačar a récupéré le maillot rose au soir de la deuxième étape à Europa, avec la victoire à Europa, la première de ces 6 victoires, première étape qui avait été remportée par Jonathan Narvaez, qui a eu donc ce premier maillot rose avant donc de l'abandonner définitivement à Tadej Pogačar. Moi, sur ce Giro, je sais pas si c'est parce que je me doutais en fait que Pogačar allait gagner le Giro que
je me suis pas forcément emballé. J'adore Tadej Pogačar, je dois l'avouer que c'est un coureur qui me fait quand même kiffer parce que voilà, il est capable de gagner à peu près partout. Il sortait d'une masterclass à Liège-Bastogne-Liège aussi. Mais je sais pas, j'ai du mal à m'emballer, peut-être aussi du fait de l'écart de niveau avec l'adversité. J'ai eu du mal à m'emballer aussi parce que je sais pas, on est dans ce mois de mai que en dehors du cyclisme professionnellement, j'avais aussi beaucoup de choses à faire à côté, mais tu vois, je me suis pas concentré sur le Giro. J'ai regardé 2-3 étapes quand c'était les grosses étapes de montagne pour voir quel numéro allait me faire Pogačar, mais au-delà de ça, je me suis pas enthousiasmé sur les étapes au sprint. Je me suis pas enthousiasmé. Si, je me suis enthousiasmé sur l'étape d'Alaphilippe, par exemple. Sur l'étape d'Alaphilippe, quand j'ai su qui était devant, j'ai bloqué ma journée, quoi. Pareil, Pinte, c'était magnifique aussi sa victoire avec le suspense, Ouais. montée technique dans le dernier kilomètre. Benjamin Thomas, elle est incroyable sa victoire d'étape. On était quand même sur une Oui, étape. mais j'étais content pour eux, mais je me suis pas, Ouais, ça m'a fait je me suis vibrer. pas enflammé. Ça m'a donné vraiment le frisson, Benjamin Thomas, parce que c'est vraiment la beauté du sport, de cette victoire inattendue, de ce scénario qui est soi-disant écrit d'avance et qui a pu être déjoué par 4 ou 5, je sais plus combien ils étaient devant, mais zinzin C'était 4, qui ont je été crois. au bout, quoi. Ouais, puis d'autant plus avec l'histoire de la Cofidis qui avait toujours pas gagné une victoire, enfin qui a toujours pas remporté un succès dans cette année 2024 avec Benjamin Thomas qui déverrouille tout ça. Et puis derrière, on voit que la Cofidis a remporté d'autres courses dans la foulée. Mais non, c'est vrai que je suis admiratif des numéros qui ont été réalisés parce que le Giro permet ces numéros-là par rapport à un Tour de France qui est beaucoup plus fermé. Mais le manque de densité sur ce Giro fait que j'ai été un peu moins emballé que d'autres années. Peut-être aussi parce que j'ai autre chose à faire à ce moment-là et que voilà, j'ai été moins fixé sur ça. Après, je suis aussi content de pouvoir comment dire. Je suis content du fait que le Giro puisse aussi révéler des visages. Je pense à Steinhauser. Ouais, c'est Nozer. Georg Steinhauser au haut niveau, un Pelayo Sanchez aussi. Je suis content que ça puisse révéler des gars comme ça aussi. Après, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que ce scénario de la victoire finale, il est écrit d'avance. Mais tu préfères quoi? Tu préfères voir un Giro où Pogačar ose, ou tu préfères voir une Vuelta 2023 où c'est, j'ai bouffé son nom, le directeur de la Jumbo-Visma qui donne les 3 premières places à l'avance et qui dit tiens Sepp, tu vas gagner. Ah non, mais je préfère avoir ce Giro-là. Non, mais ah bah oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Je préfère ce Giro-là. Maintenant, en fait, il y a aussi une période des classiques qui nous a enthousiasmés avant. Et en fait, t'es un peu sur la redescente après la période des classiques. Sur ce Giro. Oui, T'es un peu, oui. t'es un peu dans cette redescente. Mais finalement, on avait des classiques qui avaient pas un si grand suspense. Elles ont tout été pliées. Je parle des monuments, hors Milan-San Remo, ont tous été pliés à 50 bornes de l'arrivée. Mais attention, hein, ce que je dis, c'est un peu comment dire, c'est un peu la petite crise du pourri gâté, tu vois, qui En fait, on a tellement qui regarde le vélo en tant que passionné aussi. Je pense on est monté trop haut, en fait, avec Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar sur les 2 derniers Tours de France. Ils nous ont offert un duel qui, en fait, en termes d'intensité, je pense, n'a jamais existé dans l'histoire du Tour de France. Et même le Roglic-Pogačar avec le renversement à la planche Belfi. C'est ça. En fait, on a beaucoup parlé de Schleck-Contador, mais jamais 2 coureurs ne se sont envoyés autant dans une même course qu'ont pu faire Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar sur les 2 dernières éditions. C'est-à-dire qu'à chaque étape de montagne, c'était des attaques parfois de loin ou des attaques violentes. On a vu un Vingegaard qui restait à 5-6 secondes, parfois 10 mètres, parfois qui revenait pas, parfois qui est revenu dans le joue-plane, les motos, la grosse défaillance de Pogačar qui vient en plus derrière magnifier tout ça. Et je pense qu'en fait, on n'a jamais vécu ça. C'est un peu comme, en fait, c'est marrant parce que c'est Roland Garros, à l'heure où on tourne, on est au 2e tour. Mais chez les garçons, on est monté très haut avec Federer, Nadal et Djokovic. Ouais. Et là maintenant, on a des grands champions comme Sinner, Alcaraz, mais on est en train de se dire ouais, c'est pas pareil finalement. Ouais, Zverev, Medvedev, tu peux en citer plein, mais c'est vrai que on est sur cette, je vais pas dire pente descendante, mais on est de l'autre côté de la montagne où on est monté tellement haut en fait que voilà, c'est comme si après l'Everest tu grimpais le Mont Blanc, c'est quand même énorme le Mont Blanc, mais
voilà, c'est moins haut que l'Everest. Mais je comprends. Mais bon, voilà, il y a quand même ce petit truc qui me fait dire, je suis pas resté 3 semaines devant mon canapé parce que j'avais autre chose à faire, mais je suis pas resté 3 semaines à me dire aujourd'hui je regarde le Giro. Ouais, mais ça, Je regardais un peu les fins d'étape quand Pogacar prenait, quand on arrivait dans le final des étapes de montagne pour Pogacar. J'ai forcément regardé un peu tous les jours, mais je me suis pas collé toute la journée comme j'ai pu le faire sur d'autres courses, sur d'autres grands tours. Bon, mais ça, mon cher Guillaume, c'est parce que il y a le final de Pro D2 et que Mont-de-Marsan et Dax ont été en course pour aller au bout et oui. ça a vibré pour autre chose aussi. Je pense qu'on nous remet le même scénario au mois de juillet, posé avec, je l'espère, enfin le 30 degrés que j'estime qu'on mérite maintenant dans nos coins. Non, mais c'est bon là, on va arrêter les bêtises là, parce qu'au moment où on enregistre, on n'a toujours pas eu notre pointe à 30 degrés. Non, c'est clair. Et on commence à en avoir marre. C'est clair. On en a marre. Voilà. Bon, pour regardez le Twitter le compte X de Étienne, vous verrez que on est dans des régions où on est de toute façon c'est pour tout le monde pareil, on n'est pas gâté non plus. Bon, on va passer quand même à la perf de Pogacar, Étienne. Pogacar qui remporte ce Giro, je vais le redire, classement avec 9,56 d'avance sur Daniel Felipe Martinez, 10,24 sur Geraint Thomas. Derrière on a Ben O'Connor, Antonio Tiberi, Thymen Arensman, Einer Rubio, Jan Hirt, Romain Bardet, Michael Storer pour le top 10, 3 autres Italiens derrière avec Zana, Fortunato et Piganzoli. Pour aller voir du côté des Français, il faut regarder chez Decathlon et G2R avec Valentin Paré-Peintre 16e, Alex Baudin 21e et Aurélien Paré-Peintre 26e. Donc voilà pour les Français. Pogacar, est-ce que c'est une belle performance? Bon, forcément oui, on va répondre à ça tout de suite, c'est une belle performance, une victoire dans ce Giro, une victoire au final dans ce Giro avec 6 victoires d'étape, le classement du meilleur grimpeur, il termine aussi 5e au classement par points, il n'a pas le classement du meilleur jeune parce qu'il ne fait plus partie de ce classement du meilleur jeune. Bon, au final, il nous réalise une performance historique, on peut le dire comme ça. Déjà, c'est le plus grand. Je crois que c'est le plus grand écart entre un premier et un second sur un grand tour depuis l'après-guerre. Je suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, mais il me semble avoir vu passer ça aussi sur Twitter. Je veux pas dire X parce que je suis un vieux de la vieille. Oui. Et à partir de là, c'est forcément historique. Et puis derrière, comme j'ai dit tout à l'heure, il a gagné 6 étapes. Ça s'était jamais fait en après-guerre. Même le grand Eddy Merckx avec une concurrence qui n'était pas celle aussi international qu'il peut y avoir dans le cyclisme en 2024. Même Eddy Merckx l'avait jamais fait. Et pourtant, il a gagné 5 fois le Giro. Donc, il a eu quand même 6 tentatives parce qu'une fois, il s'est fait disqualifier pour dopage. L'année où il gagne le Tour de France pour la première fois. Donc forcément, à partir de là, tu as quand même 2 données qui sont totalement historiques. Ça suffit pour faire de sa performance une performance qui est historique. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je regarde un petit peu quand même les chiffres là dans le journal L'Équipe qui est sorti le lundi au lendemain donc de la dernière étape du Tour d'Italie pour voilà, je regarde un peu les chiffres qui sont dedans dans ce journal L'Équipe. Tadej Pogacar, large vainqueur du Tour d'Italie, hier lauréat de 6 étapes, est désormais rentré dans une autre dimension, c'est ce qui est mis dans le journal L'Équipe. Il, avec 9 minutes et 56 secondes d'avance sur son dauphin en général, Tadej Pogacar remporte le Giro avec le 4e plus grand écart depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais attention, c'est le plus grand écart depuis 1965. Et un certain Adorni, je crois que c'est Valerio Adorni. De toute façon, je te dis des bêtises parce que je parlais de Merckx tout à l'heure en 69 et il a gagné le Tour de France cette année-là avec au moins un quart d'heure d'avance sur Roger Pinjon qui était 2e. Je sais qu'après sa fabuleuse étape oui. où il fait tous les cols en tête, il avait repoussé Pinjon déjà à un quart d'heure et le tour était fini. Donc on était dans ces écarts-là. Pogacar, il faut remonter donc à 65 avec cette victoire de Adorni devant Ziglioli, un autre Italien, 11 minutes 26. Et puis après, on est à plus de 20 minutes. Fausto Coppi, forcément, après-guerre. Fausto Coppi en 1949 avec 23 minutes et 47 secondes sur Gino Bartali, qui était quand même un sacré client lui à l'époque, quand même 23 minutes, mais c'était le grand Fausto Coppi. Et puis 1954, le plus grand écart, c'est Clerici, le Suisse, avec 24 minutes 16 d'avance sur Hugo Koblet, Notre Suisse, exactement. Et puis sinon, dans l'histoire récente, on a Ivan pédaleur Basso de charme 2006. pour ceux qui ont
pas trop la culture de l'ancien vélo. Ouais, et je parlais 2006, Ivan Basso, 9 minutes 18 sur José Enrique Gutiérrez, qui était à l'époque, José Enrique Gutiérrez, c'est la caisse d'épargne, je crois, l'équipe de l'époque. Et un autre Fausto Coppi, 9 minutes 18 sur Mani. On a Eddy Merckx, 73, 7,42 sur Felice Gimondi. Et puis dans les années 2000, les deux victoires de Gilberto Simoni en 2001-2003, 7 minutes 31 sur Olano et 7 minutes 6 en 2003 Ah oui, Olano sur était encore Stefano Garzelli. Abraham Olano de la Once en 2001. Bon, ça place quand même Tadej Pogačar un peu dans l'histoire. On peut regarder aussi dans les statistiques, chasseur d'étapes sur les grands tours, chiffre donné par le journal L'équipe. Tadej Pogačar, 20 victoires d'étapes sur les grands tours. Il a quoi, 25 ans? 25 ans, il va avoir 26. Mais il a surtout que 6 participations sur les grands tours, c'est peut-être ça qui est le plus impressionnant finalement. Et c'est assez dingue, il a 20 victoires. Et sur le Tour de France, s'il en gagne 2 ou 3, il va dépasser des Gaulle, des Charlie Gaulle, Tony Rominger, Jacques Anquetil, qui en a 23, Jacques Anquetil, imagine. Et devant lui, on a des Gino Bartali à 29, Fausto Coppi 31. Fausto Coppi, c'est le 3e plus grand vainqueur d'étapes sur les grands tours. Bernard Hinault, 2e vainqueur. 31 Fausto Coppi? Ouais. C'est-à-dire qu'il a moins gagné que Merckx et Cavendish sur le Tour de France. Mais je crois que Fausto Coppi a un seul... Il a pas fait énormément de Tours d'Espagne dans sa carrière. Ouais, c'était à notre époque. Il a fait beaucoup de Tours d'Italie, pas mal de Tours de France, mais très peu de Tours d'Espagne. Ça s'exportait moins, les Italiens. Déjà, il faut savoir que la Vuelta était en avril à cette époque. Aussi. Donc c'était très difficile. Voilà, avec le Giro, c'est pour ça que peu d'Italiens allaient à la Vuelta et que peu d'Espagnols allaient au Giro. Et que tu vois, en fait, jusqu'aux années 80, très peu de vainqueurs italiens en Espagne et très peu de vainqueurs espagnols en Italie. On a Bernard Hinault qui a 41 victoires et Eddy Merckx a 63 victoires. Très sincèrement, Tadej Pogačar d'ici l'année prochaine. Il y a un Cavendish dedans, non? Nombre de victoires d'étape des multiples vainqueurs de Tours d'après-guerre. Voilà, j'ai oublié de préciser parce que forcément il y a les sprinteurs. Mais Tadej Pogačar n'est pas un sprinter et il peut, à mon avis, d'ici l'année prochaine aller à dépasser un Fausto Coppi avec 31 victoires. Oui, c'est sûr. Bah, tout dépendra de ce qu'il fait l'année prochaine, s'il fait que le Tour de France ou s'il veut faire la Vuelta, parce que ça serait bien maintenant qu'il a gagné aussi cette Vuelta. Oui. Et tout dépendra de ça, mais oui, il y a matière. Certains commencent déjà à parler d'un triplé cette année. Oui, on va se calmer, hein, personne ne l'a jamais fait, et ça peut aussi prêter à avoir des conséquences pour la saison suivante, et voire même sur les 2 ou 3 années à venir. Faut le digérer, hein, c'est quand même, au-delà de l'aspect physique, il y a l'aspect mental, de la pression, malgré tout, être maillot rose, bah, c'est 1 heure de protocole en plus, c'est les médias, c'est le contrôle antidopage. Tu remets ça sur le Tour de France, bah, c'est encore pareil, et tu peux arriver à complètement exploser sur la Vuelta aussi. Exactement. Avec au Tour de France, un degré de pression un degré de tension supplémentaire, avec peut-être un duel avec Vingegaard, qu'on espère avec un duel, enfin, je sais pas si on peut parler de duel, mais une bataille à plusieurs avec un Roglic, avec un Evenepoel, qu'on espère au niveau. Voilà, il va y avoir ça à gérer. Il va pas y avoir un seul adversaire à gérer pour avec une équipe UAE qui est, semble-t-il, une équipe. Comment on appelle ça? On appelle ça une Dream Team avec Ayuso, avec Almeida, avec Adam Yates. La Bora aussi, c'est quelque chose entre Roglic, Martinez, Vlasov, Kamna. On parle beaucoup de UAE, mais Bora... Bon, on parle là d'un Almeida qui a fait podium d'un grand tour, il me semble déjà. Bah, au Giro l'année dernière, oui. Giro l'année dernière. On a un Adam Yates qui a fait 3e du tour déjà l'année dernière, si je me trompe pas, qui fait 3e du tour avec... Oui, c'était son premier podium. Il avait fait 4e du tour en 2016 aussi. Voilà, exactement. On a un Juan Ayuso qui est quand même annoncé sur les podiums de grand tour dans les prochaines années. Donc on a quand même des coureurs qui seront pour l'hyper-patron Tadej Pogačar. Et puis voilà, on rappelle qu'il pourrait devenir le 8e coureur de l'histoire à remporter le Giro et le Tour dans la même saison. J'ai les chiffres sous les yeux, c'est plus facile à dire forcément. Avec Fausto Coppi qui l'a fait 2 fois, en 49 et en 52, Jacques Anquetil qui l'a fait en 64, Eddy Merckx qui l'a fait 3 fois en 70, 72, 74, Bernard Hinault qui l'a fait 2 fois en 82, en 85, Stephen Roche qui l'a fait en 87, Miguel Indurain qui l'a fait en 92 et en 93, et le dernier c'est Marco Pantani en 1998. On dira dans nos cœurs, Laurent Fignon l'a fait en 84. S'il n'y avait pas eu Vincenzo Torriani et l'hélicoptère, Fignon gagnait le Giro et après il écrase le Tour de France 84. Mais malheureusement, il fallait que Moser le gagne. Bien évidemment. Toi, dans ta tête de passionné de cyclisme, la victoire de Pogačar, elle se place devant quelle victoire
quelle victoire sur le Giro, mais quelle victoire par exemple sur le Tour de France, ou derrière quelle victoire sur le Tour de France. De lui-même ou de toutes les victoires dont tu parles? De tes souvenirs, de passionné, et puis peut-être un peu dans le passé de ce que tu te remémores des exploits d'antan. Laurent, j'ai évoqué le Fignon 84 et je trouve que ça peut clairement y ressembler. Une victoire totale. Cette année-là, je crois que Fignon gagne justement, il me semble qu'il gagne 5 étapes individuelles plus le chrono par équipe. Je suis pas sûr de moi, je sais plus si c'est 4 plus 1 ou 5 plus 1, mais, on est dans les mêmes écarts. Il avait mis relégué Bernard Hinault après 10 minutes. Il l'avait humilié dans l'Alpe d'Huez en restant 3 ou 4 km, 60 mètres devant pour le faire complètement craquer moralement et après il démarre. Il gagne pas d'ailleurs, ça, c'est peut-être l'étape qui lui manquera dans sa carrière. Mais je pense que ouais, si j'ai un truc à reciter, c'est vraiment Laurent Fignon 84. Alors moi, on va conclure sur ça, mais je vais revenir sur des souvenirs plus récents et parler de la victoire de Nibali au Tour de France 2014. Oui. Parce que ça me fait penser un peu à ça. On a une victoire d'un coureur qui a la stature d'un coureur vainqueur de grand tour devant des coureurs qui n'ont pas la stature de vainqueur de grand tour, qui sont loin quand même dans la stature du... Il y a des mecs qui n'ont plus jamais fait podium sur grand tour derrière, c'est leur podium d'ailleurs. Malheureusement pour Thibaut Pinot. Oui, avec JC Perrault et Thibaut Pinot qui ont fait 2 et 3, et Valverde qui est au pied du podium. Mais on est quand même avec dans l'écart entre le vainqueur et les poursuivants, je trouve qu'on est dans le même ordre de grandeur. Je trouve qu'on est dans le même ordre de fossé creusé entre le favori et finalement après les chutes qu'il y avait eu, on se rappelle. C'est pas tout à fait le même scénario de base. Oui, de base, il y avait quand même un Froome qui était au départ aussi. Et Contador aussi. Et Contador. Il y avait des chutes au pavé, c'est ça avant. Contador, c'est dans l'étape de la planche des belles filles où il se fait un trait de fracture au tibia. Et Froome, c'est avant même d'aborder. C'est l'étape des pavés, mais c'est avant même d'aborder. Juste avant, ouais. Il était tombé la veille, il se casse le premier poignet et il se casse l'autre le lendemain, le jour des pavés. Donc autant dire. Mais on est au final donc dans un écart de niveau et moi je le comparais plutôt à ça. Bon, voilà. On va passer donc à la suite de notre menu et puis à la concurrence parce qu'on voit quand même des coureurs. On en parlait dans la présentation. Geraint Thomas est sur le podium. Pas deuxième, mais il est sur le podium. Daniel Felipe Martinez, on attendait une performance qui aurait pu le mettre sur le podium. Il l'a enfin réalisé, cette performance. Ben O'Connor, lui échoue encore une fois à la 4e place d'un grand tour, mais il aura été quand même relativement costaud pendant ces 3 semaines. Et puis derrière, le Tour d'Italie nous a révélé des nouveaux visages comme Ainer Rubio qui termine 7e, à Michael Storer qui termine 10e. Voilà un petit peu toi, quels sont tes tops, tes flops, un peu les performances que tu retiens un peu dans les poursuivants. C'est vrai que c'est cool de voir Daniel Felipe Martinez 2e, mais quelque part finalement ça illustre ce problème de start list parce qu'on parle de quelqu'un qui n'avait jamais fait de top 3 dans un grand tour, qui était quand même relativement en échec ces dernières années, que ce soit sur les courses d'une semaine ou même surtout sur les grands tours. À chaque fois, c'était des grosses défaillances. Geraint Thomas, il a quand même 38 ans. Je pense que c'est la dernière fois qu'on le voit sur un podium et il va pouvoir tirer un trait sur une carrière qui est quand même plus qu'accomplie. Non, mais finalement, en termes de top, pour avoir fait l'article, on a fait un article sur le sujet, c'est mon collègue Emilien Descampio qui l'a fait. Mais je pense que j'ai envie de ressortir Decathlon AG2R parce qu'il place 3 mecs dans le top 25. Meilleure équipe, il remporte le classement par équipe. Et il gagne 2 étapes. Valentin Perret-Pinte fait quand même 2e de l'étape Rennes en ayant tracté Ben O'Connor tout le grappa quasiment. Donc il lui sauve, non seulement il fait 2e de l'étape, et en plus je pense qu'il sauve les fesses de Ben O'Connor ce jour-là. Sans lui, je pense que c'était la 4e place, ça a été pour Tiberi. Donc voilà, à partir de là, cette équipe a été monstrueuse. Il y a eu des numéros de Van Dramé. On les a vus tout le temps et partout finalement. Il n'y a que au sprint, on les a pas vus, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas de sprinter. Ouais, ils avaient Van Dramé, mais qui est forcément ce profil de coureur hybride, finalement, qui peut être sur tous les terrains. Tu as parlé de Valentin Perret-Pinte, je regardais son âge parce que ça me surprend chaque fois que je le vois. Il n'a que 23 ans, Valentin Perret-Pinte. Il a eu 23 ans au mois de janvier. Voilà, ça remet un petit peu la performance. C'est vrai que pour faire un petit laïus sur Decathlon AG2R, ce qu'ils font cette saison, c'est assez incroyable, mais en même temps, c'est pas forcément
extraordinaire. Il performe au niveau où il devrait performer sur des courses sur lesquelles il devrait performer. Cette saison, c'est 23 victoires, et pour replacer un peu ces victoires, parce que c'est vrai que sur le Tour d'Italie, on commençait à entendre parler de ça y est, Decathlon AG2R, nouveau vélo, nouvelle marque qui arrive, ils ont un truc qui cloche, etc., etc. Ils ont des victoires sur le Tour des Alpes-Maritimes, une victoire en montagne à l'UAE Tour avec Ben O'Connor, c'est pas déconnant. Ils remportent des classiques de Coupe de France avec Paris-Camembert, classique Loire-Atlantique, une étape sur le Tour du Pays Basque, ok, 2 étapes sur le Tour de Romandie avec Dorian Godon, qui a été un monstre au sprint avec sa pointe de vitesse. Les victoires d'étape sur les 4 jours de Dunkerque avec Sam Bennett, qui s'est enfin révélé. Quand on connaît le statut d'un Sam Bennett, enfin ça fait plaisir. Les boucles de la Mayenne avec Retailleau et Costefroy. Bon, après Tour d'Italie avec Vendramé, avec Valentin Paré-Peintre, on peut pas dire que ce sont des... c'est pas comme si Ben O'Connor avait terminé à moins de 5 minutes, à 3 minutes de Pogacar. Oui, finalement, il a été 4e dans une start list qui était pas extraordinaire. Je veux dire, derrière lui, il y a Tiberi qui abordait son premier grand tour en tant que leader. On l'a dit, il y a Nirtz, Storer, Romain Bardet qui était vraiment pas dans une grande forme. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu vois, ce classement en général m'a tellement marqué que j'ai oublié qui fait 6 et qui fait 7. Si Thymen Rensman, Rubio. Rubio, enfin voilà, c'est des coureurs qui sont mignons, mais Rubio, ça ira jamais jouer un podium sur un Tour de France, par exemple. Et Rensman qui est en constante progression et qui était là pour travailler. Mais pas tant que ça, il fait 6 l'année dernière sur une start list qui était plus élevée que ça. Et oui, mais toujours en étant équipier. Ouais, mais il me donne vraiment l'impression du coureur qui a pas franchi ce palier. Je suis un peu déçu, moi, de son Giro à Rensman. Problème, c'est que j'ai vu passer ça sur Twitter X en début de semaine. L'impression que Ineos, qui permettait à des coureurs de percer il y a quelques années, est aujourd'hui une équipe qui bride un petit peu ces coureurs-là. Hein. Daniel Felipe Martinez a dû partir de la Ineos, notamment pour aller percer, pour permettre justement, il est parti chez Bora, et c'est chez Bora qu'il a son premier podium d'un grand tour, après finalement une année 2023 qui avait été assez chaotique pour lui, et puis l'année 2022 il avait tout à fait. Sur l'année 2022 je regarde 3e de Paris-Nice, il avait remporté le Tour du Pays Basque. Bon là on se disait ça y est, Daniel Felipe Martinez, et puis il est arrivé sur le Tour de France et boum badaboum, il s'était rien passé pour lui, pour Daniel Felipe Martinez. Tu parles du Tour de France 2022, oui, non, ça avait été catastrophe. J'avais cru entendre 2020. Oui, j'ai peut-être dit 2020, mais je voulais dire 2022 dans ce cas-là. Mais oui, 2020, il remporte le Dauphiné. 2020, il remporte le Dauphiné, et puis derrière... il gagne une petite étape quand même du côté du Puy-Marie. Exactement, du Puy-Marie. Ouais. Mais bon, voilà, il n'en était pas à ce qu'il voulait faire. En tout cas, c'est ce que je veux dire. Et après, je crois que c'est Carapaz, non? Carapaz, avec qui... Carapaz, c'est en étant avec la Ineos qui fait 3e du Tour. Tout à fait, 2021. Il y a 2 ans. Il y a 3 ans maintenant, le temps passe, mon cher Guillaume, je sais. Putain, 3 ans, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était le 2e Tour de Pogacar. C'est ça. Oui, il bataille avec Vingegaard qui fait 2, et donc Carapaz 3, et puis il y a une arrivée où ils sont tous les 3 à Luzardiden, il me semble, il y a un truc comme ça. Mais Luzardiden et le col du Portet aussi, les 3 à chaque fois se disputent la victoire. Et comme quoi, il y a la mémoire qui revient parfois. On se fait vieux, il y a la mémoire qui revient, mais quand il y a le rugby qui se mélange et le reste, bon, on va rester au... Ouais, en même temps, Dax a fait 5e de je comprends que tu sois un peu déboussolé. Ah non, mais ils m'ont chamboulé l'US Dax cette saison en Pro D2. Là, je fais un aparté sur le rugby, mais j'ai vécu une saison de dingue avec ces gars-là, des mecs hyper gentils à suivre au côté. Ouais, ça a bien bossé, ouais. Ça a été hyper cool à suivre, des bons mecs et des bons coachs, des bons mecs aussi, et bon, voilà. Bref, retour au cyclisme. Hop, j'en profite pour saluer le staff de la Decathlon AG2R, le génial Stéphane Goubert, très sympa aussi, que je salue. Salut Stéphane, qui a fait une petite interview sympa après au micro d'Eurosport après la dernière étape. Je pense que la soirée a dû être sympa à Rome pour fêter tout ce qui s'est passé. Ce qui se passe à Rome apparemment reste à Rome, Étienne. Bien sûr, je sais pas ce qui s'est passé à Rome, mais ça, c'est parce que c'est resté à Rome, tu vois. Exactement, ça a commencé sur le podium, on les a vu bien s'amuser avec le champagne. Bon, finalement, il n'y a pas d'énorme top dans ce Giro. Et dans les flops, je vais même pas mettre un Guérin Thomas parce qu'il a sa place sur le podium. Je vais même pas mettre un Ben O'Connor parce qu'il avait fait 4e du Tour. Il fait 4e du Giro, et sincèrement,
je dirais pas qu'il a atteint son plafond de verre, mais il est allé au max de ses possibilités sur ce Giro. J'ai quand même l'impression. Petite déception sur un Romain Bardet, mais quand tu l'entends parler, tu te dis que bon, je peux plus être aussi performant sur 3 semaines. Bardet, son équipe l'a obligé. Enfin, c'est ma théorie, mais son équipe l'a obligé à jouer le classement général. Ouais, c'est un peu ce que tu comprends en substance dans ses déclarations. Et que ça le faisait chier et qu'il a fait ce qu'il a pu, mais tu sens qu'il a juste pris zéro plaisir sur cette Giro et c'est un coup à niquer sa fin c'est un coup à vraiment, je vais reprendre le terme, c'est un coup à détruire sa fin de carrière, je trouve. T'inquiète, ça sera pas coupé au montage. Tout le monde a compris ce que tu voulais dire et Romain Bardet, il a ramassé 235 points UCI pour sa 9e place sur ce Giro et ce sont des points pour l'équipe DSM qui peuvent compter en fin de saison prochaine pour le maintien au World Tour. L'important c'est de bien compter, hein. Je sais que les chiffres et des lettres vont disparaître d'ici moins d'un mois, mais malheur, arrête. Oui, malheur. Mais oui, les bons comptes font les bons amis, mais je suis pas sûr que justement il en soit ressorti bon ami, Romain Bardet. Il est en fin de contrat en fin de saison? Très bonne question. Je crois que non. C'est pas comme si on avait sorti aujourd'hui chez Dico du Sport un article sur le sujet en plus, mais malheureusement je ne l'ai pas enregistré. Je peux le temps que tu me coupes au montage. On va entendre tapoter, c'est pas grave, on va entendre tapoter, je vais te laisser rechercher. Moi je vais descendre un petit peu pour donner quelques noms comme ça par-ci par-là qui sont quand même intéressants. On a vu un Damiano Caruso qui a terminé 17ème de ce Giro, en Nairo Quintana qui mine de rien, Nairo Quintana en accompagnement d'Ener Rubio a retrouvé quelques jambes, 19ème au final, l'éternel Pozzo Vivo 20ème. Bon voilà un petit peu, et puis quelques noms italiens avant de passer aux Français, parce qu'on va parler des Français juste après pour terminer ce débrief du Giro. On parlera aussi d'autres choses que du Giro juste après. Étienne, si tu as retrouvé l'article, tu me coupes, tu me le dis. Ouais, j'ai retrouvé et je vois pas de Romain Bardet dans ma liste de coureurs dont c'est français, dont c'est la fin de contrat, mais il y a du bon quand même, dont un dont je pense on va reparler tout à l'heure, un certain J.A., double champion du monde. Oui, un certain J.A., on a la ref et on va forcément en parler, ça, il n'y a pas de souci. Juste, je voulais parler des Italiens très rapidement, parce que c'est vrai que on a la 5e place de Tiberi, qui est meilleur jeune de ce Tour d'Italie. En même temps, on a Fortunato qui fait 12e, mais qui, lui, on a l'impression que il y a du mal à passer un peu le cap après la révélation dans l'équipe Eolo Cometa. Voilà, il a 28 ans maintenant quand même. Il vient d'avoir 28 ans. Lorenzo Fortunato, il est plus si jeune que ça. Filippo Zana qui fait 11e, qui lui vient juste d'avoir 25 ans, lui aussi. Filippo Zana, il était leader de cette Jayco Alula sur le Giro et il n'a pas forcément performé comme on attendait, et on a des jeunes qui percent, Piganzoli qui fait 13. Je regarde un petit peu derrière, je recherche un autre nom. Pellizzari, on peut dire Pellizzari, voilà, merci. Qui fait 49e, juste derrière Julien Lafilippe, justement. Pellizzari, Piganzoli sont des noms qu'on va suivre côté italien dans les prochaines années. Est-ce que toi, tu as été plutôt emballé par cette jeunesse italienne? Elle a été rafraîchissante. On a vu par exemple que Piganzoli a fait 2 ou 3 beaux numéros en montagne. Il frôle une victoire d'étape où Pogacar le reprend dans le dernier kilomètre. Après, par rapport au grand cyclisme italien qu'on a connu, ne serait-ce que encore dans les années. Pellizzari, tu veux dire, ou Piganzoli qui se fait reprendre? Pellizzari qui se fait reprendre. Pellizzari, exactement. C'était à Santa Cristina, Val Gardena. L'étape où le Stelvio et l'Umbral Pass ont été amputés. C'est rafraîchissant, mais j'ai du mal à tous les noms qu'on a cités, j'ai du mal à en faire ne serait-ce que des futurs prétendants au podium, y compris Pellizzari. Je pense que Pellizzari, c'est plus un Ciccone en puissance, c'est un bon grimpeur qui peut vous faire des coups sur des grandes étapes de montagne. Mais après, pour jouer un podium sur le Giro, à part Tiberi, si quand même, pour moi, Tiberi, il est armé parce qu'il roule pas trop mal contre la montre. Mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé le grand coureur italien depuis Vincenzo Nibali. Pellizzari et Piganzoli sont 2 coureurs italiens qui ont terminé sur le podium du Tour de l'Avenir l'année dernière, derrière Isaac Del Toro, devant des Ricitello, devant des William Junior Le Cerf, devant des Jan Christen notamment. Tout à fait, mais quand on voit Del Toro a quand même semblé plus impressionnant sur les courses World Tour qu'il a disputées que Piganzoli, Pellizzari. Mais en étant à la UAE.
Mais en étant l'œil, ouais. Donc à voir ce que Piganzoli chez Polti Cometa et Pellizzari, Pellizzari chez Bardiani, à voir ce que ça peut donner. Je pense que, je sais pas quand termine leur contrat, mais à mon avis ils vont pas rester longtemps Ah bah au niveau oui, c'est clair. Pro Team. On va parler des Français, Étienne quand même, parler d'un certain Julien Alaphilippe, plutôt bon Giro quand même, très intéressant, il était attendu au tournant quand même, hein, Par nous ou par Patrick Lefebvre? par tout le monde, et par Oui, il lui-même était j'ai attendu. l'impression aussi. Je pense qu'il déjà, je pense que la première chose à retenir, c'est qu'il s'est rassuré. On l'a vu gagner déjà, c'est important, ce qui rentre dans le cercle fermé de coureurs ayant gagné sur les 3 grands tours. Oui, Et je pense qu'il s'est rassuré au-delà parce qu'on l'a vu beaucoup attaquer. Et à chaque fois qu'il a attaqué, allez, peut-être sauf une étape de montagne où il décroche très très tôt, mais il est performant à chaque fois. Donc c'est pas comme sur le Tour de France où il attaquait à tout va et dès que la course devenait difficile, ou sur les c'était classiques. quasiment un des premiers à... C'est ça, ou sur la classique, c'était un des premiers à sauter. Là, on a vu du Julien Alaphilippe très 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 solide. Après c'est vrai que sur les classiques, on revient en arrière, quand on sait qu'il a une fracture de la tête du péroné, ça remet un Ah peu en ouais, c'est perspective clair. les contre-performances qu'il a pu avoir, 70e au Tour des Flandres notamment. Donc bon voilà, ça remet un peu ça. Maintenant si on regarde le Giro de Julien Alaphilippe qui a été super combatif de ce Giro, bon première étape, 17e à Turin, bon il est quand même dans le groupe de poursuivants où il termine pas très loin. Il Derrière, essaye de suivre Pogacar et saute. Il est dans la roue de Narvaez et Pogacar sur l'attaque du Slovène. il y en a un autre qui D'ailleurs. s'appelle Ben O'Connor qui essaie de suivre Pogacar et il s'en souvient encore je pense. Oui, C'était Europa, c'était le lendemain. Et il a fait boomerang, bim. Et d'ailleurs, peut-être qu'il perd le podium sur ça, Ben O'Connor, avec le recul. peut-être. Peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être aussi. Pour revenir donc à Alaphilippe, il va faire deuxième à Rapolano Terme. Bon, j'ai pas le nom en tête, hein, je l'ai sous les yeux forcément. Juste quand il fait deuxième derrière Pelayo Sanchez, là, à cette étape-là, tu te dis pas, oh, ça y est, on est reparti sur 3 semaines de galère pour Julien. Je me dis, ça marchera pas. Il gagnera plus jamais une grande course. Je me dis Je la me suis même chose. vraiment dit ça. C'est horrible. C'est Et pourtant, c'est tout le monde horrible, sait hein. j'idolâtre Julien Alaphilippe, que je suis aussi critique et vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, mais j'idolâtre Julien Alaphilippe, mais putain, mais je me dis, mais c'est pas possible, Il a- ça, il est maudit, quoi. Ouais, c'est le même pour des gens comme nous, les rêves n'existent pas. Et c'était un peu ça à ce moment-là, quoi. C'est entièrement ça. C'est entièrement ça. Et puis il y a la libération, donc à Fano, où il remporte l'étape des murs, la 12e étape avec ce raid avec l'italien de la Polti Cometa que j'ai oublié, tu vois. Mirko Maestri. Mirko Maestri, bien évidemment, qui termine 9e de cette étape-là. Ouais, le pauvre. Mais deuxième dans notre cœur. Mais deuxième dans notre cœur, oui, en effet. Il y a ce raid avec Mirko Maestri, puis cette échappée dans le final. Et on a l'impression que cette victoire libère la tête de Julien Alaphilippe. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une célébration, la doigt devant le bouche. Hein. Le doigt devant la bouche, pardon. En français, c'est mieux. On saura jamais ce qu'il dit à l'oreillette à 600 mètres de la ligne d'arrivée, mais il y en a sur Twitter qui ont fait de très bons détournements que je ne répéterai pas à l'antenne parce Oui. que voilà, il y a du public et peut-être du public un peu jeune, mais c'était destiné à Patrick Lefebvre. Ouais, Mais, bon. est-ce que dans la réalité, c'était ça? Je pense pas, mais c'était très drôle. Il est quand même assez intelligent pour pas laisser transparaître certaines réactions de Oui, Julien oui. Alaphilippe. Mais c'est vrai que dans tout ça, moi je l'ai trouvé très digne, hein, dans tout ce qu'il a traversé, il a été extrêmement digne en fait. Et même dans la victoire, il n'a pas laissé transparaître une forme d'hyper revanche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est une revanche. Oui, ça fait du bien de gagner. Quand tu vois de là où je suis, quand tu vois de là où je viens, il y avait de ça, mais il y avait pas. Ouais, ça y est, on a parlé sur moi. Je remets l'église au centre du village. Maintenant, je vais poser mes coronesses sur la table. C'est moi, c'est Julien. Il y a pas eu de ça en fait. Non, il voilà. était. C'est vrai qu'il restait assez Digne. humble. Je pense Digne qu'en fait, et il humble. était vraiment soulagé. Il était soulagé lui-même avant tout. Je pense que c'est vraiment le soulagement qui a dû transparaître à ce moment-là, parce que avant même de penser à revanche, c'est putain, ça y est, j'ai gagné, quoi. J'ai gagné.
voilà, j'ai gagné. Et je pense que c'était le plus important pour lui à ce moment-là. Ouais, entièrement, et entièrement d'accord avec toi. Je regarde quand même son bilan, parce qu'il fait 48e du général, 4e du classement par points, 5e Hmm. du classement de la montagne. Il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étapes. Super combatif, 3 fois dans le top 10. Parce qu'après sa victoire à Fano, il fait aussi 9e à Sappada, 3 top 10. C'est quand même ouais, c'est quand même pas mal, parce qu'aussi il va travailler pour Tim Merlier sur le plat. Bon, il y a quand même un bon, un bon petit Giro de la part de Julien maintenant. Est-ce que Julien Lafilippe a-t-il retrouvé, est-ce que Julien Lafilippe a retrouvé son meilleur niveau, a retrouvé son niveau, au lieu de dire son meilleur niveau, est-ce qu'il a retrouvé son niveau? Parce que bon, le prime Julien 2018-2019, on l'aura plus, mais est-ce qu'il a retrouvé son niveau? Je te dis non, et toi tu me dis Moi, je te dis oui. Si tu m'avais dit prime ou prime, je sais pas comment on peut le dire, mais je t'aurais dit non clairement. Mais pour ça moi, il dépend a si on retrouvé regarde Roland son Garros. niveau. Pardon, vas-y. Mais non, c'est sur France 4. Oups, on a cité la chaîne. Mais, Pardon, excuse-moi. mais non, non, pour moi, il a retrouvé son niveau, pas son prime, mais il a retrouvé son niveau. Je sais que t'es pas d'accord. Non, parce que pour moi, Julien Philippe, est-ce qu'il a retrouvé son niveau sur ce Giro? Pour moi non, parce qu'au final quand il attaque il fait pas de différence, et pourtant tu vois, tout le monde sait que j'idolâtre assez Julien Lafilippe, que c'est un coureur qui m'a fait vibrer, mais comme suis pas d'accord rarement avec toi, quelqu'un parce m'a que fait vibrer. sur l'étape des murs, quand il pose son accélération et qu'il lâche Maestri, derrière ils sont à bloc. Et derrière, t'as Narvaez qui a été le seul du Giro à battre Pogacar à la pure pédale. Ouais, T'as Narvaez, t'as Bettiol, les mecs dans non les mais murs je sais, qui étaient beaucoup plus frais. Et Alaphilippe ne perd que 7 à 8 secondes dans ce mur. Ça, c'est un signe de grande forme. Le mec avait fait 130 bornes avec juste quelqu'un pour prendre son relais. C'est-à-dire qu'il était en théorie, beaucoup moins frais. Non mais je sais, mais tu vois, je pense que tu vas me trouver dur, et certains vont me trouver très dur dans ce que je vais dire. Cette victoire de Julien Lafilippe, avec tout ce qui s'en est suivi derrière, de réactions, d'émotions, et moi le premier à chaud, j'ai une énorme émotion qui m'a traversé quand j'ai vu Julien Lafilippe, quand tu sais d'où il vient, quand tu sais ce qu'il a pris dans la gueule, etc. Mais avec le recul, quand on en parle là, je trouve que tout ça est très cynique. Que ça fait un peu... Chant du cygne. Ouais, chant du cygne, vieille gloire qu'on salue, parce que ça y est, il gagne enfin, mais bon, après il va pas nous en regagner des tonnes et des tonnes. Et je dis peut-être ça parce que, je termine, et je dis peut-être ça parce qu'on a des gars qui sont tellement trop forts en fait aujourd'hui que il faut qu'ils gagnent une étape en échappée sur le Giro pour aller gagner une grande victoire maintenant dans sa carrière en 2024, et qu'il aura plus d'autres occasions de remporter une étape sur un tour, une grosse classique, face à des Van Der Poel, face à des Pogacar qui sont des ogres, des monstres, et qui font que Julien Lafilippe est relégué à des années-lumière aujourd'hui. Et c'est très dur ce que je dis, c'est peut-être très dur, mais voilà, c'est un peu c'est un peu ce que je ressens à ce moment-là, quoi. Dans ces cas-là, je pense que le parallèle avec Pinot l'année dernière, il est assez parlant parce que alors Pinot gagne pas d'étape, mais il se retrouve à faire 5e d'un Giro. Meilleur C'était la grimpeur. première fois depuis son Tour de France 2019. Tu sais, celui qui s'est achevé un jeudi au lieu de s'achever un dimanche. D'ailleurs, ouais, on a des nouvelles, non? On n'a pas de nouvelles Non, de ce Tour de France, parce qu'il devait toujours il pas. devait le recourir, et Ouais, non, toujours pas. non, Je toujours pense pas. qu'il s'est Faudrait qu'on arrêté se renseigne, en route. Étienne, faudrait qu'on se renseigne. Ouais. Bon, plus sérieusement, finalement, on a peut-être même cette impression que de Champ du Cygne, c'était la dernière grande performance de Thibaut Pinot, même s'il fait un gros Tour de France derrière, mais le remporte 5e d'un général à la pédale. Devant, il n'y a que des monstres finalement, parce que t'as Almeida, Thomas, Roglic, et je sais plus qui c'est qui fait 4e, lui, mais je m'en excuse auprès de lui. Mais t'avais que des monstres finalement, et t'avais Pinot qui était le premier des non-monstres, mais qui était monstrueux à la pédale quand même. Et c'est vrai que ça peut être je pourrais être d'accord avec toi sur ce parallèle. Damiano Mais Caruso, 4e. Caruso, qui est quand même un coureur qui a fait 2e du Giro Oui, en 2021, je crois. Ouais. Ça, je peux être d'accord avec ce parallèle, mais je pense que
je pense qu'il nous réserve encore des bonnes surprises. Ben j'espère vraiment. C'est tout ce que j'espère et j'espère qu'il sera pas sur le Tour de France. J'espère qu'il sera pas sur le Tour de France. Ouais. J'ai pas envie qu'il arbine pour un Evenepoel qui a quasi aucune chance de gagner. On en est là. Ou alors il va sur le Tour de France, il fait 10 jours comme Van Der Poel en 2021 et puis ciao. Et puis il est champion olympique après, c'est ça que tu essaies de me dire entre les lignes? Exactement. Mais maintenant, on sait très bien que le fait vert ne paye pas à la Philippe pour être champion du monde ou pour être champion olympique. Mais donc peut-être qu'il va. Imagine, il le prend quand même. Il le prend justement pour pas qu'il se dise ben allez je prépare je paye pas pour qu'il soit champion olympique. Une petite gastro étape 13, ça peut arriver. Ça peut arriver, on est d'accord. Et étape 2 là en Italie, tu manges trop de pâtes et là bim, le lendemain, j'ai mangé trop de pâtes, excusez-moi. Non mais moi je veux pas qu'il soit sur le Tour de France. Quand tu vois l'équipe qu'aligne Evenepoel sur le Dauphiné, c'est une équipe qui a été annoncée, il me semble, ce mercredi. Il faut que je m'y remette dessus. C'est quand même une équipe qui est 100% pour Remco Evenepoel, avec des coureurs qui ont été recrutés pour accompagner Remco Evenepoel. Ça me laisse le temps, quand je parle, de me remettre dessus, avec un Mikel Landa, un Ilan Van Wilder, il y a Antoine Ubi aussi, James Knox, Gianni Moscon, Casper Pedersen. Ce sont que des gars qui vont rouler pour Remco Evenepoel. Si j'étais cynique, je dirais que c'est une bonne équipe pour se faire laver sur le Tour de France par Pogacar et Vingegaard, mais oui, c'est solide. Quel niveau aura Remco Evenepoel? On va voir. C'est bon, voilà, on va voir. Face à un Pogacar qui sort du Giro, face à un Roglic qui lui a eu quelques des abrasions, c'est comme ça qu'on dit, abrasures, comment dire? Comment Abrasures des abrasures peut-être, des brûlures, voilà, que je recherche. En français, c'est mieux de parler en français quand même dans un podcast francophone comme Vélo Podcast. Non, mais voilà, avec les blessures sur le... C'est français, abrasure. Le Tour du Pays Basque, en effet, c'est pour ça que je te demandais. Mais voilà, quel niveau aura Remco Evenepoel? Ça, on va voir maintenant. Bon, je veux pas le voir sur le Tour de France. Il a rien à y faire sur le Tour de France. Il sort du Giro, il a bien donné. Repos. Il n'y a que Pogacar qui a le droit de doubler de toute façon. Exactement, il n'y a que lui. Juste pour passer au Giro des autres Français, on a quand même bien effleuré le Giro des autres Français. Rappelez quand même les victoires de Benjamin Thomas. Tu en as parlé, une énorme émotion qui t'a traversé. Valentin Paré-Peintre aussi. C'est beau. Qui a fait un magnifique travail. VPP, j'ai l'impression, alors, il a été malade en tout début de Giro, mais j'ai le sentiment que ce mec-là, s'il avait roulé pour lui, on était peut-être pas loin d'un top 5. Hein. Franchement, pour moi, il avait rien à envier à Antonio Tiberi, notamment en haute montagne. Quand tu vois sa dernière étape au Monte Grappa, et là, tu vas me dire, ouais, pas forcément toi, mais on peut dire, ouais, mais il s'est peut-être réservé sur d'autres étapes. Pas forcément en montagne, il a souvent roulé à bloc pour O'Connor. Et on arrive sur la dernière étape de haute montagne de la 3e semaine, et c'est quasiment lui le plus fort derrière Pogacar. Oui, mais parfois il a craqué aussi, ce qui veut dire que s'il jouait réellement le général... Il a craqué, c'est ça la question, est-ce qu'il a craqué parce qu'il a fait beaucoup d'efforts qu'il n'aurait pas fait s'il était leader, ou est-ce qu'il a craqué, ou est-ce qu'il s'est un peu relevé quand il a senti qu'il était un peu limite, justement histoire de conserver des forces, et tu te dis peut-être qu'il aurait mérité de s'accrocher un peu plus, en sachant que je rappelle qu'il a été malade en début de Giro, donc forcément avec des hauts et des bas qui peuvent en imputer les jours qui suivent. Et on s'est aperçu que plus ça avançait, plus il était fort sur ce Giro. Il fait une 3e semaine. À partir de sa victoire d'étape, il est monstrueux en fait. En effet. Bon, je termine juste le Giro des Français en soulignant la magnifique disaster class de la Groupama FDJ. Je les avais dézingués en préparation du Giro. Je vais les redézinguer en débrief. Quand on ne veut pas donner sa chance sur un grand tour à un jeune coureur, même s'il est prêt à vous quitter en fin de saison, aurait-il gagné la Mercantour, ce coureur? Lenny Martinez, exactement. Alors c'est un hasard. Hein. Je voulais quand même en parler avant même qu'il gagne la Mercantour classique. Encore une fois, non, c'est sa première victoire en Mercantour classique ou c'est sa deuxième? Non, c'est sa première, elle a gagné, c'est le Ventoux. C'est le Ventoux qu'il avait gagné, exactement. C'est pour ça que. Mais c'est bien que t'en parles parce que tu te rappelles, j'avais intervenu dans le podcast et tu vas être heureux de m'entendre dire ça, mais pour te dire que je n'étais pas d'accord avec toi. Et là? Et cette fois-ci, j'ai révisé ma position. Lenny Martinez doit être sur le Tour de France. Absolument. Gaudu n'offre aucune garantie.
Donc il faut que la FDJ, s'ils veulent éviter de faire un Tour de France catastrophique, il faut qu'ils envoient Lenny Martinez en leader. Exactement. Et au bout d'un moment, c'est si tu veux performer, si tu veux réellement montrer à tes sponsors, et puis c'est pareil. C'est ça. Alors moi, juste sur le Giro, je voulais voir Lenny Martinez sur le Giro, parce que en fait, ok, si tu mets Gaudu sur le Tour de France, et tu mets sur chaque grand tour, parce que Lenny Martinez aussi dans sa progression, faire un Giro et une Vuelta. Pour la caisse, c'est pas forcément rédhibitoire, mais pour moi, il aurait pu faire les deux. Il aurait pu se servir de ce Giro pour se faire la caisse aussi. Bon, voilà, je clôt la parenthèse sur le Giro. Maintenant, je vais la rallonger cette parenthèse. C'est que finalement, ta seule arme, c'est Laurens Pitty, et tu mises tout sur un coureur que tu as usé jusqu'à la moelle. Le mec, il est là depuis Kurn-Bursal. Non, il est là même depuis avant, depuis la Cadel Océan White. Oui. Il est là depuis fin janvier. Et tu veux encore l'envoyer sur le Giro. Déjà, je pense qu'ils ont tué Laurens Pitty sur ce Giro. J'ai peur pour lui pour sa deuxième moitié de saison. Et puis, tu fais d'un mec qui est turbo cramé ta seule arme pour une victoire d'étape. Ça pouvait pas marcher. C'est pas possible. Enfin, ils avaient une équipe qui était, en plus, ça fait mal. Ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est que quand tu vois les trois invités que sont la Tudor, Bardiani et Polti Cometa, les trois font un très bon, font un bon Giro, un très bon Le Giro. meilleur groupe FDJ, c'est Enzo Paleni qui fait 56e, Cyril Barth, le BRD qui fait 72e, Lorenzo Germani 87e. Ils ont, 1, 2, 3, 4. Les 7 coureurs qui étaient au départ sont à l'arrivée, ils sont que 4 dans le top 100. C'est un Tour de France à la RAGT Summons MJ Rover 2004. Mais c'est terrible quand tu vois. C'était une petite équipe invitée, quoi. Mais c'est terrible quand tu vois le fond, la densité de la groupe FDJ, de ce qu'ils ont fait sur ce Giro qui est un grand tour. Ils auraient pu briller. Et un Lenny Martinez aurait pu largement briller sur ce Giro, même si t'allais chercher, pourquoi pas, le maillot du meilleur grimpeur. Tu dis, écoute, objectif maillot du meilleur grimpeur, même avec Pogacar. C'est pas grave. Et imagine un Lenny Martinez batailler sur une étape de montagne, juste une étape avec Tadej Pogacar. Et ben tu sais quoi, je suis sûr que tes sponsors qui n'étaient pas prêts à rallonger pour avoir Lenny Martinez dans ton équipe, ils étaient peut-être prêts à rallonger. Tu trouvais peut-être un sponsor avec plusieurs centaines de milliers pour peut-être aller chercher, même si c'est peut-être fait, si un pré-contrat, je sais pas, avec la Bahreïn, je sais pas, mais tu trouvais peut-être le sponsor qu'il fallait. C'est très facile à dire dans son canapé, mais je suis extrêmement déçu de ce qu'a fait Groupama FDJ sur ce Giro, et on va clore la parenthèse. Juste pour terminer ce Giro, on en a beaucoup, on a fait un énorme débrief là, mais juste avec les sprinters. Joe Milan qui donc remporte le classement par points et 3 étapes, Tim Merlier 3 étapes qui ne remporte pas le classement par points donc, mais qui remporte la dernière étape à Rome. Toi, de cette bataille pour les sprinters, t'as été enchanté? Ça a été une bagarre à 2 plus 1. C'est dommage que Olaf Koy a été malade après sa victoire. Ça n'a pas été hyper emballant par rapport à l'année dernière où justement ça avait été beaucoup plus ouvert. Non, là, ça a été plié par 2 coureurs. Plus, on va dire Olaf Koy parce que il a pas eu de chance et parce que globalement cette équipe de la Visma a été ultra malchanceuse sur ce Giro. Mais non, c'était pas hyper emballant. J'avoue que je suis content pour Jonathan Milan qui franchit ce cap. Faut pas oublier que c'est un coureur qui est né en 2000. Hein. On a l'impression qu'il a 35 ans, mais non, il est encore tout jeune. Je suis content pour Jonathan Milan. Je suis moins content pour ses pédales. Par contre, les pauvres qui ont bien souffert. Pour Jefferson, c'est pédale ou c'est... Pardon, excuse-moi. Non, lui, il n'existe pas. Elle est facile. Il fait partie de ces choses qui n'ont jamais existé. C'est comme l'Iseran sur le Tour de France. C'est des apps qui n'existent pas, ça. Non, mais c'est un vrai gap qui est passé par Joe Milan quand même. Cette saison, on l'a vu sur les Flandriennes, on l'a vu performer quand même, et un sacré bon coureur qui va se tourner vers la piste pour les Jeux Olympiques et qu'on reverra sur la route par la suite. Voilà, la bataille pour les sprinters avec quand même un Caden Groves qui termine 2e du classement par points. Tu sais pas comment il atterrit là? Il a fait pas mal de sprints intermédiaires, mais il a été, franchement, par rapport à son début de saison en enfer où tu le voyais placé par son équipe pour faire 14e et happé par tout le monde, il fait un Giro qui est encourageant pour sa suite de saison, malgré tout. Je pense qu'on verra lever les bras cette année et peut-être plutôt que l'on le pense. On rappelle que le classement par points est un classement de la régularité et Groves a fait 3 dans des sprints dans ce Giro, des gros points, et aussi aux Inter-Giro, au classement intermédiaire. Bon,
Étienne, je pense qu'on a parlé dans sa globalité quand même de ce Tour d'Italie. Je vais juste terminer quand même en bref sur 2 infos. On l'a effleuré cette info. C'est la victoire de Lenny Martinez à Mercantour Classique. Donc avec cette victoire devant Clément Berthet et donc David Gaudu qui ne rassure pas du tout avant le Tour de France. L'année dernière, on nous avait dit vous inquiétez pas, il sort de stage. Donc bon, ça va aller. Gaudu fait 18ème à 4,57 de Lenny Martinez alors que Martinez avait chuté. Il se gare dans la montée. Il essaye de suivre George Bennett et après il se gare littéralement. C'est dramatique. Alors j'espère vraiment qu'il va monter en puissance. Mais là, le problème c'est que l'excuse du stage ne peut plus exister vu ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui se passe cette année. Bien sûr, pas de conclusion hâtive, mais non, c'est inquiétant, c'est sûr, c'est très inquiétant même. C'est inquiétant et on rappelle que l'année dernière, donc cette année, David Gaudu a quand même remporté le Tour du Jura lors de ce week-end Grand Besançon Jura où il avait fait 3 Grand Besançon 3e. Lenny Martinez qui avait remporté donc le Grand Besançon, la classique Grand Besançon, et qui avait remporté le Tour du Doubs, qui avait bossé au Tour du Jura pour David Gaudu qui l'avait remporté. Mais bon, pour David Gaudu, pour Lenny Martinez. Lenny Martinez pour David Gaudu qui avait remporté le Tour du Jura, mais c'est quand même Lenny Martinez qui offre bien plus de certitude en fait que David Gaudu dans cette année. Lenny Martinez, je regarde le classement PCS, il est 13e cette année, Gaudu il est 131e. L'année dernière, Gaudu est 40e au classement PCS, Lenny Martinez est 103e, mais quand on regarde un peu plus en détail, on va prendre à partir de la mi-saison peut-être, à partir de la mi-saison, à partir du mois de mai, où il va faire 18e du Dauphiné, 9e d'une étape, et puis après il remporte le Mont Ventoux, et derrière il prend de l'ampleur, il prend de la densité, où il va faire maillot rouge au Tour d'Espagne, et voilà, tu sens, c'est cette année 2024 où il explose complètement, et où David Gaudu en fait ne se relève pas, il gagne surtout Lenny Martinez, exactement. 6 victoires déjà, voilà, donc... parce que il y a à être placé, être impressionnant, mais il dit surtout, quand il faut la mettre au fond, il est là aussi. Et ça, à 20 ans, c'est fort. Hein. Exactement. On va terminer ce podcast, Étienne. Énorme podcast. Voilà, plus d'1 heure de podcast. Mais bon, voilà, on ne s'est pas parlé depuis 3 semaines, il y avait beaucoup à dire. Sur la sélection des femmes pour les Jeux Olympiques, elle est tombée, il a fait parler cette sélection. On va en parler en 2-3 minutes. On aura l'occasion de faire un podcast spécial féminin, spécial femme. On est en train de le mettre en place, vous inquiétez pas, on est en train de le mettre en place ce podcast, on va le faire. Audrey Cordorago, Juliette Labousse, Victoire Berthaud retenue pour les JO. Pour la route, pour le contre-la-montre, c'est Audrey Cordorago et Juliette Labousse, et donc pour la route, vous rajoutez Victoire Berthaud. Il n'y a pas d'Evita Music, il n'y a pas de Cédric Carbol, c'est une sélection qui fait énormément parler. En mal. Non, mais bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai que l'année dernière, on m'aurait sorti cette sélection, j'aurais été OK. Parce que c'est vrai qu'Evita Music, sur des parcours comme ça, elle avait aucun résultat. Sauf que là, c'est vrai qu'on est très focalisé sur sa performance sur les routes espagnoles de la Vuelta et de Burgos, où elle est vraiment la numéro 2 en montagne derrière Demi Vollering. Mais il faut pas oublier qu'elle fait 10e d'Estrade Bianche et qu'elle fait 9e du Trofeo Alfredo Minda sur des parcours qui finalement peuvent ressembler aux Jeux Olympiques. Et dans les 2 cas, c'est la meilleure française. Donc, est-ce que c'était pas la meilleure arme de l'équipe de France pour justement un parcours qui quand même, il y a quand même quelques bosses raides et Evita Music, c'est quand même une fille qui performe sur la Flèche Wallonne d'année en année et les côtes qui auront du côté de l'ouest parisien sont des côtes où il y a des murs à 10% aussi. Alors, c'est pas le mur de 8, mais avec la caisse qu'elle a, l'expérience, la confiance qu'elle est en train d'emmagasiner, je suis très désagréablement surpris de la voir pas sélectionnée pour les JO. C'est dommage. Ouais, je suis aussi déçu par rapport à ça. Et moi, ce qui me pose question, c'est Audrey Cordorago, qu'est-ce qu'elle fait. Enfin, le problème, c'est que là, je vais être très dur dans ça, mais en plus, c'est que j'adore Audrey Cordorago, la carrière qu'elle a eue, mais aujourd'hui, si on doit prendre dans les performances pures. Au-delà de la carrière, c'est que c'est une femme qui a une envergure pour le cyclisme féminin, qui a fait beaucoup de bien au cyclisme féminin. Mais oui. Et finalement, les gens connaissent Audrey Cordorago peut-être plus qu'Evita Music. Mais bien évidemment. Et surtout, Audrey Cordorago serait une formidable équipière. Oui, et peut-être qu'en fait Paul Brousse et peut-être que Paul Brousse
le sélectionneur de l'équipe de France chez les femmes, a voulu aussi s'éviter une guerre d'ego dans l'équipe. Mais finalement, c'est une sélection un peu à la Didier Deschamps. J'en étais sûr. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, finalement. Mais on sacrifie un ou deux leaders potentiels pour le bien du groupe et à chaque fois, c'est vrai qu'on dit ouais, Deschamps, sélection éclatée, ça va être n'importe quoi, il a pas pris Lacazette, il a pas pris je sais pas qui, et au final, à chaque fois, il va en finale des grandes compétitions. Oui, parce que sur le vélo, aux Jeux Olympiques, quand tu n'auras pas les oreillettes et qu'il faudra décider qui va rouler pour qui, ben, c'est clair. Si tu dis je prends les meilleurs et puis on verra le jour de la course si laquelle est la plus en forme. Est-ce que ça te rappellerait pas un jour de championnat du monde à Doha où Demar et Boigny avaient dit qu'ils ne rouleraient pas pour les autres et les deux se sont fait piéger dans la bordure finalement. Magnifique. C'est vrai que c'était un risque à prendre et qui aurait pu arriver. Non, mais après, Paul Brousse sait ce qu'il fait. Il a quand même eu des résultats avec cette équipe de France. Voilà, on va lui faire confiance. Et puis, c'est la jambe qui va parler. Et Juliette Labousse, il faut pas oublier que ça reste une immense championne aussi, un peu éclipsée par Evita Music. Et qui a déjà fait top 5 de championnat du monde du contre-la-montre. Et qui a fait top 10 des Tours des Flandres. Aussi, top 10 du Tour des Flandres. Course complète, elle a misé sa saison sur justement les Jeux Olympiques. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'Audrey Cordon-Rago, sportivement, n'a pas sa place par rapport à Evita Music, par rapport à Céline Carbaol dans cette sélection. Mais on parle d'une sélection à 3 coureuses. On parle pas d'une sélection à 4 ou à 5 où là elle aurait sa place. Et à 3 coureuses, pour moi, elle n'a pas sa place. Et Victoire Berthaud, ce qui me dérange, c'est que Victoire Berthaud, elle fait la piste. Et que Victoire Berthaud, mais en fait, on choisit une fille qui va faire la piste, la route. Pourquoi ? Pour rouler pour Juliette Labousse, en clair. C'est un peu ce qu'on est en train de dire. Parce que j'ai pas toutes les dates en tête. Mais Victoire Berthaud, elle a dans les mollets, à mon avis, si elle se prépare à 100% pour les JO sur la route, une très belle perf elle l'a dans ses mollets. Mais si aujourd'hui tu prends une Carbaol plutôt qu'une Berthaud et une musique plutôt qu'une Cordon-Rago dans cette équipe-là, c'est pas déconnant parce que Carbaol, performante en contre-la-montre également, qui bataille avec Labousse. Et si Carbaol est championne de France du chrono cette année encore, et bien là à mon avis elle va dire mais vous voyez, moi j'avais ma place aux Jeux Olympiques. Carbaol qui est capable de batailler pour le top 10 d'un grand tour et qui passe les paliers au fur et à mesure, pour moi elle avait tout de la fille capable d'être une formidable équipière pour les Jeux Olympiques. Et je comprends la déception qu'ont Evita Music et Céline Carbaol. C'est clair, moi aussi je comprends parfaitement la déception. Maintenant, pour peut-être conclure sur cette partie-là, un champion olympique sortant chez les hommes ne pourra pas défendre ses chances. Ça, je pense qu'il n'y a rien de plus qui peut illustrer la cruauté des sélections pour les Jeux Olympiques. C'est vrai. Et on parle du champion olympique sortant ? On parle du champion olympique sortant, Richard Carapace, qui ne défendra pas ses chances parce que il n'y a qu'une place pour l'Équateur et ça sera Jonathan Narvaez. Et c'est plutôt logique vu la forme de Narvaez. C'est plutôt logique, mais d'un autre côté, c'est quand même triste de ne pas voir un champion olympique pouvoir défendre à la pédale ses chances. En effet. Étienne, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi dans ce très long podcast très dense. On a parlé d'énormément de sujets, mais il y avait à dire quand même. C'est moi qui te remercie. C'est vrai qu'on a vécu un Giro sympa et puis l'avantage du vélo, c'est que les roues continuent à tourner. Même quand on casse des rayons, ça peut continuer à tourner. Étienne. N'est-ce pas ? Et que ça reste un sport passionnant et qu'on vibre au fur et à mesure, au fil des semaines et des jours, aux exploits des champions et championnes. C'est bien parce qu'on a un peu parlé de cyclisme féminin. Et on a quand même pas mal vibré aussi tout le long du mois de mai pour Evita Music et pour Demi Vollering. Donc, alors on n'a pas fait le débrief, veuillez nous excuser, on n'a pas fait le débrief du Tour d'Italie féminin, Tour d'Espagne féminin, puisque le Tour d'Italie sera début juillet, mais on va en parler très prochainement. On est en train d'organiser tout ça, je vous l'ai dit, podcast spécial femmes. Nous on va se retrouver dans quelques jours parce qu'il y a la saison du Tour de France qui est officiellement lancée, qui va se lancer avec le Critérium du Dauphiné, qui a une start list énorme. On va en parler, vous inquiétez pas, avec le Tour de Suisse qui va arriver, les championnats de France et puis le Tour de France qui va arriver très rapidement. Étienne, je te remercie. Enfin 30 degrés. Oui, on espère, enfin. Allez, Étienne, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. On se retrouve dans quelques jours. Étienne Gourceau, d'Ico du Sport. On ne l'oublie pas, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, comme d'habitude. Ciao, à bientôt. À bientôt Guillaume, et puis encore une fois, merci beaucoup. Et abonnez-vous sur YouTube, et puis mettez 5 étoiles en référencement, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Vélo Podcast. Ciao à tutti, buonasera. Non, ça, bon, à plus. Ciao.